Aujourd'hui, je vous parle de la plus grosse erreur que je vois chez les investisseurs aux enchères immobilières. Je vous parle de la plus grosse erreur que je vois chez les investisseurs aux enchères. Ils font tous la même erreur et c'est cette erreur qui fait qu'ils n'arriveront jamais à acheter un bien rentable aux enchères. Ça n'est absolument pas une question d'argent et je vous parie que vous n'allez pas réussir à deviner ce que c'est avant que je vous le dise. En préambule de cette vidéo, je tiens vraiment à remercier ceux d'entre vous qui commentent, qui likent les précédentes vidéos. Ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est motivant aussi pour mettre plus de vidéos en ligne et passer plus de temps à créer du contenu parce que évidemment, c'est du temps que je ne passe pas avec ma famille et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez à quel point c'est important pour moi et c'est aussi du temps que je ne passe pas à développer mes différentes activités ou à aller sourcer des biens. Je tiens particulièrement à remercier Hugo Will, merci pour tous tes commentaires récents, ton soutien, tes encouragements et tes conseils apportés sur la forme des vidéos. Tu noteras qu'il y a quelques changements, on y travaille. J'ai bien conscience qu'il y a un gros gap à passer sur la qualité visuelle des vidéos, mais il est vrai que ce n'est pas ma priorité première. Ma priorité, c'est vraiment d'amener du contenu de qualité, du fond de qualité et sur les images, même si on est sur YouTube et les vidéos se regardent, c'est vrai que je suis un peu moins attentif à ça. J'y travaille malgré tout et encore une fois Hugo, un grand merci pour tes conseils et ton point de vue là-dessus. Je ne pensais pas moi-même que les gens qui regardaient les vidéos accordaient de l'importance à ça, donc c'est vrai que tu as mis le doigt dessus et c'est super important, ça m'aide beaucoup. Un remerciement particulier aussi à Alexandre qui me suit depuis le début, qui régulièrement commente les vidéos. Merci pour ton soutien et ta force et j'espère te recroiser très vite pour une soirée investissement. Je tiens aussi à remercier tous les derniers commentaires et notamment Doflamingo 2472, Laurent FE, Fabio LM 1709, Fabien Roumneau bien sûr, je te salue d'ailleurs Fabien, Maradona, Mouradarache B5192, Rico Kono 77, Jean Vertu 5488 et les autres évidemment je ne peux pas citer tout le monde, ça c'était vraiment les derniers commentaires sur les 2-3 dernières vidéos. Merci beaucoup encore une fois, ça fait plaisir. Tant qu'on est dans un préambule un petit peu en dehors des enchères et de ce que j'ai l'habitude de partager, avant de commencer cette vidéo et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ma femme regarde aussi ces vidéos et elle m'a fait récemment la remarque suivante. Tu as beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme dans ton quotidien, mais ça ne ressort pas du tout sur tes vidéos. On ne ressent pas tout ton enthousiasme, toute l'énergie que tu as au quotidien, que nous on peut voir quand on te connaît et c'est dommage. Elle trouve ça dommage parce que ne ressort pas vraiment qui je suis, quelle est ma vraie personnalité. C'est une réalité, c'est vrai que ce n'est pas évident quand on tourne des vidéos de se retrouver en face de la caméra ou du téléphone en fonction du support qu'on utilise. C'est une chose de partager du contenu, de partager entre guillemets de la connaissance et de l'expérience. C'en est une autre de montrer vraiment qui l'on est et de parler de soi. Ce n'est pas le même défi, ce n'est pas le même gap à passer. J'ai encore là-dessus du progrès à faire évidemment, beaucoup d'ailleurs. Je vais y travailler, je vais essayer de faire en sorte d'être plus enthousiaste, plus moi-même et sans doute aussi de vous parler davantage de moi, de mes expériences dans les vidéos qui viennent. Mais il est vrai que si cette chaîne existe, c'est avant tout pour partager du contenu de qualité sur mon domaine d'expertise, les enchères immobilières, pour démocratiser ça parce que c'est un moyen intéressant pour faire de bonnes affaires pour des investisseurs. C'est à la fois quelque chose de méconnu et en même temps qui est connu de tous, mais avec énormément d'a priori, énormément d'idées reçues. Et j'ai envie de contribuer à changer un petit peu ça. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, d'échanger avec certains d'entre vous, de voir les expériences des uns et des autres. Et c'est toujours hyper intéressant et enrichissant de faire ça et de faire des rencontres de nouvelles personnes, de nouveaux enchérisseurs, de nouveaux investisseurs. Alors j'ai bien conscience que mettre plus d'énergie, plus de dynamisme, ça devrait rendre les vidéos plus attractives, les rendre plus vivantes pour vous à regarder. Ça va venir, je vais y travailler, je vais essayer de me détacher un petit peu du fond, me détacher un petit peu
de mon souci justement d'amener la qualité de fond et de le faire sans que ce soit au détriment de ce fond-là, mais d'avancer avec plus d'énergie, vous montrer plus qui je suis dans les semaines qui viennent. Allez, c'est la fin de cette parenthèse, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet dans cette vidéo et on va voir ensemble quelle est cette fameuse erreur qui fait que beaucoup d'investisseurs se plantent littéralement aux enchères. Cette erreur, je la rencontre à la fois chez des investisseurs avec lesquels j'échange et qui se sont intéressés aux enchères à un moment donné dans leur parcours, qui ne s'y intéressent plus. Je le vois encore aussi régulièrement quand je visite chez des investisseurs avec lesquels je discute, j'échange, et aussi récemment avec des gens qui m'ont contacté pour que je les accompagne. Et j'ai vu ce mode de fonctionnement-là, j'ai vu cette erreur et je me suis dit, ils vont dans le mur. Ça n'a pas manqué, ils ont laissé tomber au bout de quelques temps. Je vous dis tout de suite pourquoi, quelle est cette erreur. Et vraiment, on sort là de ce qui est dans la procédure, de ce qui est dans l'investissement stricto sensu, on va dire, dans les règles de l'investissement. On ne va pas parler rentabilité, on ne va pas parler rendement, on ne va pas parler stratégie. On va parler davantage de quelque chose de psychologique. Mais le psychologique, il est partout et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Alors cette erreur, c'est quoi? Ou plutôt ces erreurs, parce qu'en réalité, c'est le cumul de deux erreurs qui font cette grosse erreur. Il s'agit de se surestimer, si vous vous surestimez. Et le deuxième point, c'est de croire que ça va être facile. Donc, vous surestimez, croire que ça va être facile pour vous d'acheter aux enchères. On va regarder tour à tour ces deux points, l'un après l'autre, dans le détail, et vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment une erreur fatidique qui va vous faire vous planter si malheureusement vous la commettez. Franchement, à ce stade-là de la vidéo, si vous êtes débutant et que vous vous dites « c'est pas pour moi », je peux vous assurer que vous vous trompez et vraiment s'il y a une vidéo que vous devez regarder en plus de quels sont les frais à payer, de comment je trouve des biens aux enchères, quel est le montant à payer pour enchérir, etc. Tout ça, vous allez le trouver assez facilement, il n'y a pas de problème. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça ne se trouve pas. Très sincèrement, c'est vraiment hyper important pour vous qui allez débuter et c'est ça qui va vous permettre de faire la diff et d'aller obtenir votre premier bien et même de rester dans les enchères derrière. On va parler, je vous le disais, de biais psychologiques, de mindset, finalement d'état d'esprit et donc on va voir quel est l'état d'esprit gagnant pour ne pas vous surestimer et pour ne pas croire que ça va être facile. Point numéro 1, vous surestimer, se surestimer. En quoi c'est une erreur et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends pas par là de vous dire je suis le meilleur, je vais y arriver, je vais tout défoncer, avoir confiance en vous, c'est très bien, il n'y a aucun problème là-dessus et c'est même capital quand on veut réussir dans l'investissement parce que vous allez passer par des hauts et des bas et nécessairement dans les bas, il faut garder confiance, il faut savoir positiver pour retrouver des hauts un peu plus tard et résoudre les problèmes qui surviennent. Si vous abandonnez à la première difficulté, évidemment, vous n'êtes pas fait pour l'investissement et encore moins pour l'investissement immobilier parce qu'il y a toujours son lot de surprises qui sont parfois bonnes, qui sont aussi souvent mauvaises. Donc nécessairement, quand ces surprises arrivent, il faut être en capacité de les absorber, de les digérer et de passer outre pour continuer et pour résoudre ces problèmes-là. L'entrepreneur, l'investisseur, c'est celui qui arrive à résoudre des problèmes. Si vous n'êtes pas prêt à résoudre des problèmes, il ne faut pas aller dans l'investissement immobilier, je vous le dis tout de suite. Se surestimer, en l'occurrence, moi je l'entends plutôt et ce que je vois comme erreur, c'est vraiment de surestimer votre capacité à vous investir dans votre projet, votre capacité en temps et en énergie à vous mettre, à vous investir vraiment dans ce projet à l'instant T. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui aujourd'hui sont vraiment novices, débutants dans l'investissement immobilier et dans les enchères et qui vont se dire « Ok, à partir de la semaine prochaine, je vais y passer 6 heures, 8 heures, 10 heures. » Et c'est plutôt ça le véritable problème. C'est que passer de 0 à 100 tout de suite, passer de 0, de rien du tout à beaucoup d'un coup, c'est énorme et c'est nécessairement très difficile. C'est un gros gap. Ça veut dire qu'il faut changer vos habitudes, il faut changer vos routines, il faut mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, utiliser de nouveaux outils. Et nécessairement au début, ça demande un temps d'adaptation, c'est difficile. Donc se dire je vais passer de rien du tout à la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je m'y mets et tous les jours, pendant 2 heures, je vais travailler sur mes investissements, je vais travailler sur mes enchères, rechercher des biens, appeler les avocats ou faire des mails pour demander les documents, étudier les documents,
faire mes simulations, faire mes checklists de visite, ensuite je vais aller visiter, etc. C'est très très bien, c'est comme ça qu'il faut faire, mais vraiment passer de rien à beaucoup d'un coup, vous avez toutes les chances de vous planter, ou du moins il faut savoir être réaliste. Ne pas surestimer le temps dont vous disposez et l'énergie que vous allez pouvoir mettre, à la fois le temps, l'énergie et l'occupation psychologique, mentale, parce que nécessairement ça va vous fatiguer, c'est une nouvelle activité. Tout ne va pas se passer là encore comme vous le prévoyez en théorie, ça n'arrive jamais, donc nécessairement il faut être prêt. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui m'a contacté fin décembre. Elle a pris un rendez-vous sur mon calendrier, là, les 15 minutes de coaching gratuit. On a discuté, c'était le 26 décembre je crois précisément. On a discuté et il me dit voilà, je suis ultra motivé. Bon, je n'ai pas encore investi, mais je suis vraiment motivé. Le fait est que c'est une personne avec un profil très sérieux, une bonne situation, avec un bel apport à faire sur l'opération. Il pourrait même financer à 100% un achat sans aucun problème. Et il me dit voilà, moi je veux démarrer aux enchères parce que je pense qu'il y a des super choses à y faire. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, j'en ai regardé d'autres aussi, j'ai lu ton livre. Je suis motivé, c'est le bon moment, je veux y aller et je suis prêt à y consacrer du temps, de l'énergie. Donc, on en a discuté, je lui ai dit ce que j'en pensais, je lui ai posé aussi toutes les questions pour m'assurer qu'il était vraiment conscient du temps que ça allait demander, des différentes étapes qu'il allait falloir franchir pour y arriver, etc. Il m'a dit mais oui, t'inquiète pas, aucun problème, je suis motivé. Là, pendant 2 mois, 3 mois, on y va banco et si tu veux m'accompagner, je prends l'accompagnement pour être sûr que j'avance et que de rentabiliser ce temps de recherche, etc. pour faire les choses vraiment comme il faut tout de suite. Donc ok. Et on part sur l'accompagnement. En l'occurrence, il restait une place début janvier, donc on part à compter de début janvier. Donc c'est une séance par semaine, on se voit pendant 1h30 en visio et on avance. D'abord, on travaille sur le projet de la personne, je l'aide à le définir s'il y en a besoin. Et puis ensuite, je forme la personne sur la procédure, les stratégies à mettre en place, etc. Et dans un second temps, plus ou moins rapidement en fonction du profil de l'investisseur, on bascule sur le côté pratico-pratique. On étudie les annonces, on étudie les documents, on fait nos simulations, on prépare les visites, etc. etc. L'idée, ce n'est pas de vous parler de l'accompagnement ici. Mais le fait est que, donc, avec cette personne, on avance, on fait une première séance pour vraiment définir son projet qui était malgré tout un petit peu flou. Il avait son enveloppe, on l'a travaillé, on a travaillé un petit peu, est-ce que tu veux aller plutôt sur de l'achat-revente, est-ce que tu veux aller plutôt sur du locatif? Même si les enchères, c'est un marché d'opportunités, donc il ne faut pas se fermer la porte à quoi que ce soit, mais c'est bien d'avoir une direction à suivre. Ça nous permet déjà de savoir où on met les pieds, quel type de bien on va étudier et pourquoi derrière. Se projeter sur des chiffres, sur quelle décote on veut, quelle marge brute si c'est un achat-revente, etc., etc. On réalise donc une première séance là-dessus et on commence à travailler sur la procédure. On bascule une deuxième séance où on termine un petit peu la formation théorique sur la surenchère, les conséquences de l'achat quand il aura acheté, etc. Et puis on rentre à partir de cette deuxième séance aussi dans l'étude d'annonces, on définit ses secteurs et on commence à travailler sur des annonces. Lors de notre troisième séance, on étudie les documents, on regarde précisément comment préparer au mieux la visite, quels sont tous les tenants et les aboutissants pour ce bien-là. Et là, en l'occurrence, en plus, c'était une vente de plusieurs maisons, une vente en lot. Donc, c'était quelque chose d'assez conséquent. Il y avait pas mal de choses à voir, à checker pour la visite et aussi en termes de simulation chiffrée. Il va visiter, on débriefe un peu. Mais déjà, il y avait une petite perte de motivation parce qu'il y avait beaucoup de monde à la visite, parce que du coup, il s'est rendu compte que ça allait coûter bien plus cher que prévu aussi. La mise à prix, ça n'est qu'un prix théorique, c'est une mise à prix, elle ne signifie rien, elle n'a aucun sens. Donc, il s'est dit ça va augmenter, finalement, ce ne sera pas dans mon budget. C'est ce qu'on avait commencé à se dire aussi. L'idée, c'était de se faire la main, de se faire l'expérience, de jauger aussi la concurrence sur son secteur, sur ce type de bien, puisqu'il démarrait vraiment de zéro, donc c'est important de faire comme ça. Il y a un ordre des choses à respecter pour faire les choses comme il faut, aller chercher de bonnes affaires. Et finalement, quatrième, cinquième séance, sa motivation s'est vraiment étiolée, je le sentais, et il a fini par laisser tomber provisoirement son projet. Et finalement, il commence aussi à me dire à partir de la troisième séance, c'est beaucoup plus de temps et d'énergie que ce que j'avais prévu. Je vais avoir d'autres occupations professionnelles et personnelles, familiales dans les semaines qui viennent. Je pense que je vais mettre un stand-by à ma recherche parce que c'est peut-être pas le meilleur moment finalement.
Et donc, il a mis en stand-by ses démarches aux enchères. Pour la bonne et simple raison que, évidemment, il y a des imprévus personnels, il y a de l'organisation professionnelle, etc. Mais tout ça, ça s'anticipe. L'imprévu, finalement, il est prévisible parce qu'il y en a toujours. Donc, ne pas surestimer le temps que vous allez consacrer à votre projet. Ne pas surestimer l'énergie que vous allez pouvoir y mettre. Parce que votre quotidien, il ne va pas être révolutionné du jour au lendemain. Vous allez implémenter une nouvelle chose, de nouvelles tâches qui vont être chronophages, qui vont vous demander de l'énergie. Nécessairement, ça va demander un temps d'adaptation et ça va être relativement difficile au début. Même si c'est quelque chose qui vous plaît, sauf à être vraiment passionné, à le faire par passion, et moi en l'occurrence c'est mon cas, faire des simulations, regarder des chiffres, étudier des annonces, je trouve ça super intéressant. Ça n'est pas le cas de tout le monde évidemment, et c'est vrai que quand on débute, il faut le temps de se familiariser avec pas mal de choses. Donc se dire je vais y aller progressivement, au début je vais y consacrer 2-3 heures par semaine ou 2-3 heures 2 fois par semaine, c'est très bien. Et une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, qu'on s'est pris finalement au jeu, basculer sur davantage de temps. Et avoir conscience aussi des réalités qui sont que il va falloir aller visiter les biens, il va falloir être réactif aussi. Ça demande du temps dans un premier temps de lire les documents. Ensuite, quand vous aurez l'habitude, vous les lirez relativement vite, voire très vite. Parce que c'est plus ou moins toujours les mêmes choses qui reviennent, notamment au niveau du cahier des conditions de vente. Pour le PV de description, c'est un peu différent, mais il y a toujours une trame malgré tout. Vous savez ensuite où aller voir les infos. Et je peux vous assurer qu'ensuite, quand vous aurez l'habitude, quand on a vraiment l'habitude, en un coup d'œil, on arrive à voir s'il manque des infos, où sont les autres et à faire un tri très vite en un quart d'heure sur un document sans aucun problème. Pour en revenir aux 3 fondamentaux et conclure sur ce point-là, il ne faut pas surestimer votre temps, votre énergie et votre régularité. La régularité, ça va aussi être la clé. Et ça me fait une transition avec le deuxième point qu'on va voir tout de suite. Alors, quels conseils je peux vous donner pour vous aider justement à ne pas vous surestimer? Je vais vous en donner 2. Le premier, c'est soyez réaliste. Quel est le temps concret dont vous disposez? Si dans vos semaines, vous avez déjà du mal à vous dégager du temps pour de la lecture, 1 heure, 2 heures, ce ne sera pas beaucoup plus facile pour votre investissement. Ou alors, il faut vraiment tout réorganiser et renoncer à certaines choses. Peut-être que si vous allez à la salle de sport 3 ou 4 fois par semaine, il va falloir renoncer dans un premier temps à une séance. Et en lieu et place de cette séance, vous allez implémenter votre recherche immobilière. Moi, ce que je vous conseille de toute façon en termes d'organisation, c'est de planifier pendant le week-end votre semaine à venir avec votre ou vos créneaux qui sont consacrés à tout ce qui n'est pas du travail. Donc à votre lecture, à vos investissements, à vos recherches, aux enchères. À quel moment je fais ça? Est-ce que un jour entre midi et 2, je consacre 1 heure ou 2 heures à faire tout mon boulot sur mes enchères? Quelque chose vraiment de condensé. Et à un autre moment dans la semaine, peut-être un matin très tôt ou un soir tard ou une après-midi, pourquoi pas si vous ne travaillez pas, je fais le complément. Et je vais à ce moment-là analyser les documents qu'entre-temps m'auront envoyé les avocats. Parce qu'il y aura quand même 2 phases. Il y aura une phase de tri au niveau des annonces. Vous allez regarder les annonces et voir un petit peu quels sont les biens qui vous intéressent. Et ensuite, vous allez devoir demander les documents s'ils ne sont pas disponibles en ligne. Et il va nécessairement y avoir une petite phase où vous allez attendre ces documents. Une demi-journée, une journée, parfois 2 jours. Donc entre-temps, ne perdez pas de temps. Mettez ça de côté et revenez-y, peut-être en fin de semaine ou en milieu de semaine, ou alors dans le week-end. Peut-être que votre samedi matin peut être consacré aux enchères. Début de samedi matin, avant que les enfants se lèvent, bam, je suis sur mes enchères. Et ensuite, une fois que vous avez fixé votre agenda de la semaine, autant que faire se peut, le plus simple, c'est de renouveler ça chaque semaine, de conserver les mêmes créneaux horaires. Moi-même, c'est une discipline que j'essaye de mettre en place, même au niveau professionnel, de me dire tel jour est consacré à telle activité, tel autre jour à telle autre. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai bloqué dorénavant une journée entière, pratiquement, qui est chercher des idées pour les vidéos YouTube ou pour mes posts de blog et pour ma newsletter et faire mes tournages ensuite. Pour me dire, ok, je ne fais pas ça dans le jus et je me pose ça parce que de toute façon, je dois l'implémenter, je veux le faire chaque semaine. Donc, c'est impératif que ça figure dans mon agenda de la semaine. Donc, j'ai bloqué quasiment une journée de la semaine, le mardi en l'occurrence, consacrée à ça.
Donc le conseil numéro 1, soyez réaliste. Conseil numéro 2, soyez discipliné. La discipline, c'est vraiment un élément clé d'abord dans votre recherche et ensuite dans le fait de trouver votre investissement. Ça fonctionne, je n'ai pas réinventé la roue évidemment, ça fonctionne dans tous les domaines ce dont je vous parle et c'est très vrai dans l'investissement et particulièrement dans les enchères qui demandent une certaine patience. On aura l'occasion d'y revenir dans le point numéro 2 ou du moins qui peuvent demander une certaine patience. Et en termes de discipline, rappelez-vous que pour implémenter une habitude dans notre quotidien, pour que ça devienne une habitude, il faut 3 semaines, 21 jours à notre cerveau pour implémenter ça et se dire « Ok, maintenant ça c'est automatique, c'est une vraie habitude, je n'ai plus besoin d'y penser ou de me faire violence pour mettre en place cette chose-là, pour le renouveler le lendemain. » Alors la vraie difficulté, c'est que si on ne s'attaque pas aux enchères tous les jours, et évidemment c'est compliqué d'y consacrer du temps tous les jours, je le conçois, et puis ça ne le nécessite pas forcément d'ailleurs, ce n'est pas judicieux. Si c'est 2 fois ou 3 fois par semaine, nécessairement ce ne sera pas 21 jours, ce ne sera pas 3 semaines, ce sera peut-être 6 semaines, ce sera peut-être 2 mois, 3 mois. Donc c'est d'autant plus difficile d'être discipliné et de tenir sur la longueur. Allez, l'élément numéro 2 qui fait cette grosse erreur que les investisseurs reproduisent et qui les fait échouer, c'est de croire que ça va être facile. J'entends par là, je vais regarder 2 semaines ou 3 semaines les annonces, je vais aller visiter 1 ou 2 biens, ensuite je vais aller enchérir, il n'y a pas trop de concurrence et je vais l'acheter avec une très belle décote dès ma première enchère ou dès ma deuxième enchère sans aucun problème. Ça ne se passera que très rarement comme ça. C'est tout à fait possible. Si ça se passe comme ça, vous avez beaucoup de chance ou vous avez déjà mis en place beaucoup de filtres, beaucoup de stratégies en amont ou alors vous avez vraiment une chance énorme. Ça arrive. Ça a été mon cas. Un jour, je me suis dit « Ok, tu vas te coller une demi-journée dans ton bureau, tu t'assois, tu étudies toutes les annonces pour X départements autour de chez toi. » C'est ce que j'ai fait. Département à 4 heures autour de chez moi, j'ai étudié quasiment 100% des annonces. Je me suis fixé sur un des biens, sur 2 des biens en l'occurrence. Les enchères étaient 8 jours plus tard, la visite était déjà passée. J'ai dit c'est pas grave, enchère et j'ai remporté l'enchère. C'est comme ça. Si vous voulez en savoir plus, lisez mon bouquin, je vous explique ça dedans en détail. Une personne que j'accompagne aussi récemment qui dès sa première enchère, entre la première et la deuxième séance de notre coaching, a réussi à remporter un bien avec une décote de quasiment 40%. Parce que je le rappelle, la victoire aux enchères, ce n'est pas le Graal. Aller gagner des enchères, c'est possible à n'importe qui. Il suffit de payer plus cher que les voisins. L'idée, c'est d'arriver à remporter les enchères en faisant une bonne affaire. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et tous les biens aux enchères ne seront pas de bonnes affaires parce que tous ne se vendront pas avec une belle décote. Donc, ne croyez pas que ça va être facile nécessairement. Il faut être prêt à se dire « je vais devoir étudier un certain nombre d'annonces, je vais devoir étudier un certain nombre de documents, en lire pas mal, faire pas mal de checklist visites. Ça va aussi me permettre de trier et de ne pas aller tout visiter parce que ça, c'est pareil. Aller visiter au début tous azimuts parce qu'on démarre un petit peu comme un chien fou, c'est une erreur. Vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez vous fatiguer, vous allez vous dire « finalement, les enchères, c'est pas terrible, les biens ne me conviennent pas, c'est pourri, il y a toujours trop de monde aux visites, ça ne me va pas du tout. » Et vous n'allez même pas aller enchérir parce que vous allez vous fatiguer. Donc, on étudie les annonces, on demande les documents qu'on étudie soigneusement et dans le détail, on fait un premier jet des simulations à partir de ce qu'on a vu des documents et ça nous permet de faire le tri avec les biens qu'on veut écarter parce qu'ils ne nous conviennent pas ou qui sont déjà hors budget, on le sait, et avec les biens qui sont trop compliqués, qui comportent trop de problèmes à résoudre pour ce que vous êtes prêt à faire et ça aussi, on les dégage, on les met de côté. Next, des biens, il y en aura toujours. Plus ou moins en fonction de l'endroit où vous êtes, il faut être prêt à bondir, à aller saisir la bonne affaire. Mais malgré tout, il ne faut pas y aller non plus à tout prix et aller dans le doute pour enchérir. Parce qu'en plus, ce qu'on va avoir tendance à faire aux enchères, si on a beaucoup trop de doutes, c'est à fixer un prix très bas. Pour se prémunir et en se disant « si je l'ai à ce prix-là, c'est bon, mais je ne veux pas du tout l'avoir au-dessus » avec des décotes invraisemblables de 50, 60, 70%. Ça arrive,
C'est extrêmement rare malgré tout. L'idée, c'est de fixer une enchère qui soit suffisamment élevée pour aller gaper la concurrence et en même temps pour faire une suffisamment belle affaire. Et parfois, vous n'allez pas pouvoir remporter le bien tout simplement parce que quelqu'un est prêt à payer le prix fort, le prix que vaut le bien parce qu'il le vaut à tout prix, soit parce que c'est pour sa résidence principale ou pour sa résidence secondaire, ou alors parce que son projet n'est pas le même que le vôtre. Son projet est plus complexe, il va faire plus de transformations sur le bien et il va amener quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé ou vous n'êtes pas en capacité de faire d'un point de vue matériel ou parce que vous n'avez pas les connaissances pour. Il faut l'accepter, c'est le jeu aussi. Pourquoi malgré tout ça peut vite se passer? Ça peut aller très vite chez certains. Je vous le disais, il y a le facteur chance, mais attention, ce qu'on dit, et la formule est très juste je trouve, c'est la chance sourit aux audacieux. C'est-à-dire que ceux malgré tout qui vont vite et qui remportent vite une enchère, ils ne vont pas se positionner sur n'importe quel bien. Ils ont fait le job avant, ils sont prêts à résoudre certains problèmes ou aller sur des biens qui sont un petit peu différents, qui sortent un peu des sentiers battus, soit par l'emplacement, soit par leur typologie. De sorte que, à la base déjà, ça écarte une bonne partie de la concurrence. C'est la raison pour laquelle ça peut fonctionner aussi vite. Il n'y a pas de miracle malgré tout. Il faut faire le bon travail à un moment ou à un autre. Il faut se rappeler aussi que dans l'immobilier, on est payé sur quoi? On est payé sur notre intelligence, notre capacité à réfléchir différemment des autres ou à résoudre bien plus de problèmes que les autres. Ce qui va vous demander aussi de la patience, c'est de réussir à trouver des biens dans votre enveloppe. En fonction de votre enveloppe, vous dire ok, sur ce secteur de recherche-là, sur celui qui est mon secteur, quel type de bien je peux viser ou sur quelle ville je peux le viser. Parce qu'on va définir des grands secteurs, vous allez définir. Je parle comme si je vous coachais. On peut en parler comme ça aussi. On va définir, vous allez définir vous, votre grand secteur, c'est-à-dire les tribunaux, les départements auxquels vous allez vous intéresser. Et ensuite, là-dedans, il va y avoir des communes plus ou moins urbaines et d'autres plus ou moins rurales. Et là-dedans, on ne va pas se focuser sur toutes les communes ou sur tous les types de biens. Il faut être relativement ouvert aussi et se dire avec mon budget. Et évidemment, plus le budget sera petit, plus ça va demander d'adaptation peut-être de votre part parce que plus le budget est petit, plus il y a tendance à y avoir de la concurrence évidemment. Plus on augmente son budget et son pouvoir finalement financier, et évidemment, plus la concurrence se réduit. Donc plus on est ouvert à certaines opportunités où il y a moins de concurrence. Le tout au début, c'est d'appréhender votre marché. Et c'est une phase qui est quasi indispensable. Donc soit vous le faites gratuitement, c'est-à-dire vous passez quelques semaines et même quelques mois pour avoir vraiment un bon ordre d'idée à suivre les annonces, à suivre les biens, à aller de temps en temps aux audiences pour voir un petit peu à quel prix se vendent les biens, quelle est la typologie d'acheteurs aussi, peut-être faire quelques visites pour voir si sur tel ou tel type de bien placé sur telle commune, il y a du monde ou pas et quel est là encore une fois le profil des gens, quels sont les profils des gens, des acheteurs potentiels. Ça va vous permettre de vous faire une idée et de faire un premier tri, de regarder. Après, quand on n'a pas la patience, souvent on paye pour voir. Ça veut dire qu'on se positionne, on va payer un avocat pour enchérir, ou on essaye d'en trouver un qui enchérit gratuitement et ensuite, on va voir ce que ça donne, tout simplement. Après, il faut savoir là aussi le rapport budget-marché, être réaliste pour ne pas vous essouffler à regarder toutes les annonces, à étudier tous les documents sur votre secteur parce que vous allez vous rendre compte au final qu'il y en a très peu que vous pouvez vous permettre d'acheter ou du moins qui correspondent à ce que vous voulez et vous pouvez faire. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous avez une enveloppe de 150 000 € et vous vous dites sur ce secteur-là, c'est ce secteur-là qui m'intéresse, vous définissez certaines communes dans une recherche premium et vous vous dites ok, donc sur cette commune-là, je veux acheter une maison avec mon budget de 150 000 € pour la rénover et faire mon achat-revente et me prendre une plus-value brute, une marge brute de 25% ou 30%. Ok, très bien. Et puis vous commencez à suivre votre marché un petit peu et vous vous rendez compte que ces maisons-là, à la barre du tribunal, elles se vendent 120, 130 000 €. Eh bien, il faut déjà vous dire que c'est hors budget et que sauf sur un bien où il va y avoir de gros problèmes à résoudre, typiquement peut-être il y a l'occupant des lieux qui est là, qui est un peu réfractaire, qui pose problème, qu'il va falloir expulser, ça va demander un temps d'adaptation, de procédure aussi et de négociation au début pour essayer de le faire partir à l'amiable.
Mais si vous n'êtes pas prêt à faire ce genre de choses, ou hors ce cas-là, si les maisons qui sont a priori votre recherche de base partent toujours à 120 130 000 euros et que vous, votre budget, c'est 150, passez partout, hein, tout frais compris, en ce compris aussi les droits de mutation et voire même votre budget rénovation, eh bien arrêtez, changez tout de suite votre fusil d'épaule. Soit vous allez sur des communes peut-être plus rurales, plus éloignées de la grosse ville du coin, soit vous changez de type de bien et vous allez peut-être vous dire « Ok, je vais essayer d'acheter soit une toute petite maison, soit un appartement, sur ces communes-là toujours, mais un appartement parce que malgré tout, il y a toujours quelques appartements qui viennent à la vente ou alors sur la grosse commune du coin, mais pas dans les secteurs premium évidemment, là où il y a le plus de recherche et où ça coûte le plus cher, mais dans d'autres secteurs moins recherchés, plus résidentiels. C'est quand même une idée, une stratégie à mettre en place qui va vous permettre d'aller justement basculer votre recherche pour vous dire « Ok, ce que je voulais initialement c'était très bien, mais en réalité ce n'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir avoir ce type de bien dans mon budget parce que sur mon marché des enchères, ça n'est pas viable. Parce que peut-être aussi vous n'aviez pas été réaliste sur qu'est-ce que votre budget vous permet dans la globalité. Parce que les enchères, ce n'est pas miraculeux non plus. Vous allez pouvoir toucher des grosses décotes, il n'y a pas de problème, mais ça va se payer à un moment donné ou à un autre. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de travaux, énormément de travaux, et ça en soi, ce n'est pas un problème, c'est comme le marché traditionnel. Ou alors, il va y avoir des problèmes à résoudre autres, spécifiques en chair. Et typiquement, l'occupant des lieux qui ne veut pas partir. Et là, si vous n'êtes pas prêt à le faire, ou si vous ne savez pas comment on fait, même si ce n'est pas hyper compliqué en soi, il ne faut pas y aller. Ou surtout, ce sera plus rare. Si en général, c'est des maisons qui sont inoccupées, conservez un œil là-dessus et dès lors que vous voyez qu'une maison est occupée, pourquoi pas intéressez-vous à ce bien-là, mais sinon, changez votre fusil d'épaule, changez de commune, changez de type de bien pour augmenter vos chances d'aller remporter les enchères. Sinon, vous allez vous fatiguer pendant des mois à regarder ça et vous allez finir comme tous ceux que je vois sur les réseaux sociaux qui d'ailleurs peut-être même n'ont jamais regardé de leur vie ou presque pas et qui vous disent « c'est fini, il n'y a plus de bonne affaire à faire aux enchères, ça n'existe plus, c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est de la merde, ceux qui vous racontent ça sont des menteurs ». Non, ça c'est faux et archi faux. Évidemment, il n'y a pas que des bonnes affaires aux enchères, évidemment, ça n'est pas miraculeux. Mais c'est comme partout, c'est quand on fait un travail cohérent et intelligent qu'on arrive à de bons résultats. Donc faites un travail cohérent et intelligent et vous aurez de bons résultats plus ou moins rapidement en fonction de votre secteur, de votre budget, de votre recherche et du temps que vous allouez à cette activité aussi. N'oubliez pas que les enchères, c'est un marché très spécifique. C'est un marché qu'on appelle d'opportunités. On y vient pour y faire de bonnes affaires, pour y acheter en dessous du prix du marché, pas pour y acheter à tout prix. Donc c'est pareil, peut-être que si vous êtes débutant, vous n'êtes pas obligé de vous focaliser exclusivement sur les enchères. Regardez ce qui se fait, les biens qui sortent sur les secteurs qui vous intéressent à côté. Les enchères sont là, c'est une corde de plus à votre arc quand vous les maîtrisez. Et c'est ce que je dis à tous les gens que j'accompagne, avec tous les investisseurs avec qui j'ai l'occasion d'en discuter, les enchères, ce n'est pas un moyen exclusif d'investissement. Ou du moins, c'est dommage de se priver des autres opportunités que peut offrir le marché traditionnel. Malgré tout, évidemment, le marché des enchères, il a quelques inconvénients, il a aussi des avantages. Quand vous démarrez, que vous n'avez pas de réseau là où vous êtes et que vous n'avez pas de temps à perdre et envie d'avancer vite, vous n'êtes pas obligé de vous faire un réseau local pour aller acheter un bien très rentable aux enchères. Ce n'est pas comme le off-market que vous allez pouvoir toucher uniquement quand vous aurez établi un certain réseau sur le secteur sur lequel vous recherchez des biens. Donc, je vous le répète pour conclure cette vidéo, aux enchères, vous serez payé et vous réussirez pour votre intelligence, votre travail, votre patience et aussi et surtout votre capacité à résoudre des problèmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un format complètement différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. N'hésitez pas à me dire en commentaire « ça m'a plu, ça m'a pas plu, tu pourrais faire telle ou telle chose ». Je suis évidemment à votre écoute. Si les enchères vous intéressent, que vous soyez débutant ou investisseur confirmé, même marchand de biens, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Ça vous permettra de recevoir dans un premier temps le lexique du langage des enchères immobilières,
tout le langage que vous devez connaître pour bien comprendre comment vos interlocuteurs vont vous parler, avocats, commissaires de justice, etc. Et vous recevrez aussi un schéma des 8 étapes clés aux enchères pour réussir votre premier investissement. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!